Quand, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus, quand le Ah, Nord se barricade en chargeant des États du Sud de garder ses frontières, c'est la thématique autour d'elle, ça va dérouler. Nous allons essayer de débattre avec notre cher ami, professeur Mohamed Cherif Ferjani, professeur honoraire de sciences politiques des universités de Lyon, président du Haut Conseil scientifique de l'Institut international Tombouctou pour les études de paix. Euh, Professeur Fergeni, d'abord, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Juste après 24 heures de votre intervention avec nous sur notre plateforme d'information associative internationale en langue arabe, l'Union européenne vient de signer avec la Tunisie un accord, une promesse d'accord. Il y a beaucoup de confusion concernant la forme juridique, dont le point essentiel est la lutte contre les flux migratoires en provenance de l'Afrique. Qu'en pensez-vous, s'il vous plaît? d'abord, je vous remercie de me réinviter à nouveau. Euh, Avant-hier, je suis intervenu en arabe pour le public arabophone sur cette question, mais en rapport avec l'évolution de la situation en Tunisie ces dernières années. Ce qui a été signé, c'est un mémorandum d'entente, c'est-à-dire un document sans force juridique contraignante pour les parties qui l'ont signé, contrairement aux traités, aux conventions internationales ou les accords entre deux pays donc, qui sont contraignants. De quoi s'agit-il? C'est un accord signé entre la Tunisie, en la personne de son président, d'une part, et d'autre part, de l'Union européenne, en la personne de Ursula von Leyen, de Giorgia Meloni au nom de l'Italie et de Mark Rutte au nom de la Hollande. Ursula von der Leyen insiste sur un investissement, voit dans ce mémorandum un investissement dans une prospérité partagée et qui porte sur une question importante, l'immigration illégale. C'est très important. Bien sûr, il y a d'autres piliers. La stabilité macroéconomique, le commerce, l'investissement dans les transformations énergétiques vertes. Un point rapprochement entre les peuples sur lequel je reviendrai, et migration et mobilité. Voilà les 5 piliers de ce mémorandum. Elle insiste donc, elle met en avant sa qualification de cet accord comme un investissement dans la prospérité partagée. On va voir dans quelle mesure il s'agit d'une prospérité partagée. Et un accord sur une question importante qui est l'immigration illégale. Pour ce qui est de Giorgia Meloni, principal artisan de cet accord, vous le rappelez, c'est elle qui a fait le plus de va-et-vient en Tunisie, qui a rencontré le plus le président tunisien, qui a été à l'origine de la première délégation composée par les le 11 juillet, ou juin plutôt, et qui est revenu aujourd'hui pour couronner donc ses efforts comme un modèle pour les relations futures avec les pays de l'Afrique du Nord qu'elle espère ou qu'elle souhaite voir jouer le garde-frontière, refoulant
les populations de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord aussi, avant qu'elles n'entreprennent la traversée de la Méditerranée pour arriver en Europe. Je rappelle qu'un tel accord a été signé auparavant avec la Turquie quand il y avait un semblant d'entente entre la Turquie et la communauté européenne. La Turquie a essayé d'utiliser cette carte pour négocier avec la communauté européenne. Quand elle a désespéré, elle a ouvert les vannes et elle a dit à l'Europe maintenant de s'arranger avec ces flux migratoires. Nous, on ne joue plus ce qui veut dire la fragilité de telle politique à courte vue. Hein. On passe un accord avec quelqu'un qui est étranglé en espérant profiter de ses difficultés pour lui faire jouer ce rôle de garde. Max, qui permet de lutter contre l'immigration illégale. Pour ce qui est de Kais Saïd, de son côté, et ses partisans, il voit dans le mémorandum une prise. Coupure, professeur Ferjani, s'il vous plaît, il y a des coupures dans le son, je pense que le micro... Ah, d'accord. Oui. Kais Saïd et ses partisans voient dans ce mémorandum une prise en compte de ces exigences pour d'un monde plus juste, en rupture avec l'ordre injuste établi par les grandes puissances au lendemain de la guerre mondiale. Par-delà ces autocongratulations des uns et des autres, chacun vendant l'accord à son opinion publique, à son peuple, comme une prouesse qui va dans le sens de ce qu'il veut, lui, pour son pays. Oui. Permettez-moi, professeur Ferjani, même parmi les rangs des partisans de Kais Saïd, on parle de victoire, d'une victoire pour la personne de Kais Saïd. Voilà l'Union européenne qui n'a pas cessé depuis quelques mois de critiquer la politique de Kais Saïd, surtout sa façon de gestion de crise après le 25 juillet. Et maintenant, il est sous la volonté et l'autorité de Kais Saïd. Exactement, c'est ce que j'ai voulu dire par l'autocongratulation des uns et des autres. Effectivement, Kais Saïd vend cela comme une victoire de sa politique et il va plus loin que la sortie de la Tunisie de son isolement depuis le 25 juillet 2021. Au-delà, il s'agit d'une victoire pour le plaidoyer de Kais Saïd en faveur de relations internationales plus justes en rupture avec l'ordre construit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale entre les grandes puissances. Rappelons ce qu'il disait, il n'y a plus de grands et de petits. Le monde nouveau doit respecter la souveraineté de tous les peuples et doit accepter les différents partenaires comme étant des égaux. Alors, j'ai dit par-delà ces auto-congratulations. Qu'en est-il en vérité? La presse néerlandaise n'a pas tort de s'indigner en protestant. Comment peut-on proposer un tel humiliant à la Tunisie? C'est la presse hollandaise qui, aujourd'hui,
titre en réaction à cet accord. D'autres organisations humanitaires en Tunisie, mais aussi en Europe, parlent effectivement d'un marché de dupes où l'Europe a profité des difficultés économiques, sociales et de l'isolement politique de la Tunisie depuis le 25 juillet 2021 pour lui imposer des conditions qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple tunisien. Ils ont raison de dire que le principal objectif de l'accord est de faire jouer à la Tunisie le rôle que jouait auparavant la Turquie et qu'on veut faire jouer à tous les pays du sud de la Méditerranée et de l'est de la Méditerranée pour contenir les flux migratoires de populations fuyant la misère, les catastrophes naturelles, les guerres et pour donc permettre à l'Europe de profiter de la prospérité qu'elle a construite depuis des décennies, voire des siècles, sur les pays, sur le dos des pays africains, des anciennes colonies et des accords imposés au lendemain des années, que ce soit directement le biais d'accords directs d'État à État ou par le biais des organisations financières internationales comme le FMI ou la Banque. Et là, il est très important de dire qu'il est difficile, voire scandaleux, de parler de rapprochement entre les peuples quand on voit le sort réservé aux migrants subsahariens, aussi bien en Italie et en Europe que dans la Méditerranée ou en Tunisie, qui, si elle est arrivée à cet accord, c'est parce qu'elle a montré sa fermeté dans le refoulement, dans le renvoi, dans la persécution des migrants subsahariens. Je crois que c'est très important de dire qu'il y a là un grand mensonge de parler de fraternité entre les peuples et de prospérité partagée. La prospérité sera partagée le jour où on cessera de piller les richesses des pays du Sud par le biais des transnationales, par le biais des règles de l'économie internationale imposées par le néolibéralisme, qui ont imposé à ces pays la libre circulation des capitaux et des marchandises, par laquelle les matières premières, le produit du travail sous-payé et les fortunes des pays du Sud s'accumulent dans le Nord, dans les banques. Même l'aide attribuée à ces pays ne part pas dans ces pays, elle reste dans les banques de la Suisse, de l'Europe, des États-Unis d'Amérique. Et c'est plus une aide des pays du Sud aux pays du Nord qu'une aide des pays du Nord aux pays du Sud.
dans ces conditions, c'est de l'hypocrisie que de parler de prospérité partagée. Tant qu'on ne remettra pas en cause la logique à l'œuvre dans la mondialisation néolibérale qui favorise la corruption, l'exploitation éhontée de la nature, des richesses naturelles et des populations du Sud au profit d'une minorité de nantis, au Nord, il n'y aura ni prospérité partagée, ni rapprochement entre les peuples, et encore moins la possibilité de contenir les flux migratoires. Car, oui, Professeur Fergini, cette annonce d'accord vient pour faire un peu l'impact surprise, puisque après 2 semaines qu'on n'a pas la Tunisie officielle, surtout à travers la présidence et le président Kais Saïed, et on n'a pas arrêté de déclarer cette conception, de présenter cette conception de complot, cette volonté de changer la composition raciale en Tunisie, le complot, etc. Et cette tentative de déstabiliser la Tunisie. Et puis tout à coup, on annonce on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à suivre la logique de la présidence, de la personne de Kais Saïed. C'est lui presque le seul décideur aujourd'hui en Tunisie, ni le Parlement, ni rien du tout. non, bon, très important, mais c'est en dit long aussi bien sur la duplicité de Kais Saïed, qui d'une part parle de l'immigration comme d'un complot visant à changer la démographie de la Tunisie et son identité culturelle, donc la théorie du grand remplacement prônée par Zemmour et par les idéologues de l'extrême droite en Europe et en Amérique, et en même temps la duplicité des pays européens qui parlent de prospérité de partagée, de rapprochement entre les peuples et qui s'accorde, trouve un terrain d'entente avec Kais Saïed par le biais de Giorgia Meloni au moment où Kais Saïed tient ce discours. Au moment, je m'excuse, il y avait de rupture de fois, au moment de quoi, juste après Georges Meloni. J'ai dit au moment où Kais Saïed tient ce discours du grand remplacement qu'il partage avec l'extrême droite en Europe et dans le Nord. C'est-à-dire au moment où la fraternité entre les peuples est mise à mal à travers le traitement réservé et par l'Europe et par aux migrants subsahariens. C'est là un symbole très important. Comment on peut parler de rapprochement entre les peuples avec les discours de haine, les discours xénophobes et les traitements inhumains réservés à ces populations reconduites vers les frontières, dans le Sahara, dans des conditions dénoncées par la Ligue tunisienne des droits humains, par le Forum social des droits économiques et sociaux en Tunisie, et par Amnesty International et par toutes les organisations humanitaires à travers le monde. Donc, c'est très important de dire, bon, là, nous avons effectivement la double duplicité des États européens et de Kais Saïed, pas seulement de Kais Saïed. Il y a une duplicité de la part de Kais Saïed qui est aux abois, qui s'accroche à cet accord pour, comme une planche de salut face aux difficultés économiques, sociales, sécuritaires de la Tunisie et la situation intenable que vivent les Tunisiens,
et auquel on présente un bouc émissaire. Le responsable de vos malheurs, ce sont les Africains subsahariens. La même chose que fait le pouvoir, la droite et l'extrême droite en Europe par rapport aux immigrés et d'une façon générale, les immigrés d'une façon générale sont désignés comme étant les responsables des difficultés économiques, sociales, de la précarité de la vie des populations européennes. Professeur Fergeni, d'après vous, quelle stratégie et quelle politique juste face au mouvement migratoire proposé comme alternative aux stratégies sécuritaires et racistes? Les peuples fuient la misère aujourd'hui, la discrimination, la Si corruption aussi, le pillage exactement. par les pays occidentaux, de l'Afrique, etc. Les pays occidentaux et leurs alliés dans les différents pays. Leurs alliés les plus proches, ce sont les pouvoirs corrompus et les hommes d'affaires corrompus qui détournent les richesses de leur pays et les placent dans les banques en Europe et en Amérique du Nord. Quelle est la stratégie? À mon avis, si on veut avoir une stratégie réellement fondée sur le rapprochement entre le peuple, réellement fondée sur la prospérité partagée, comme l'a dit Ursula von der Leyen. Qu'est-ce qu'il faudrait réviser? Il faudrait voir les causes qui amènent des populations à s'arracher à leurs terres, à s'arracher à leur famille, à s'arracher à leur pays pour risquer leur vie en traversant le Sahara, le désert, pour traverser des pays comme la Libye, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, où ils sont maltraités comme des parias, où parfois on les transforme en nouveaux esclaves, on les vend sur les marchés en Libye. Il y a des articles sur les femmes subsahariennes employées comme bonnes par les riches familles en Tunisie, sur les subsahariens employés comme ouvriers agricoles dans les restaurants, dans les hôtels, et là où les Tunisiens ne veulent pas travailler pour les salaires de misère qu'on leur propose, pour nous rendre compte que ce n'est pas par gaieté de cœur que ces populations s'arrachent à leur pays pour traverser le Sahara, traverser ces pays qui les refoulent, parfois le reconduisent vers le désert. Et la Tunisie le fait aujourd'hui, mais l'Algérie le faisait auparavant, le Maroc le faisait auparavant, et j'ai parlé de la situation en Libye où on les vendait comme des esclaves au Moyen-Âge. Donc, il y a cela, mais il y a aussi risquer leur vie pour traverser la Méditerranée, qui est devenu le grand cimetière de l'Afrique. Donc, quelles sont les raisons? Ces raisons, il faut les revoir. Dans les politiques imposées depuis les années 80 aux États-nations qui ont été obligés de renoncer à leurs services publics dans le domaine de l'enseignement, de la santé et dans les divers services publics au nom des politiques de réajustement structurel imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international au nom du consensus de Washington qui est la consécration du néolibéralisme. C'est là le grand problème. Tant que cela va se poursuivre,
tant que les richesses des pays du Sud continueront à se déplacer à s'accumuler vers le Nord, les populations continueront à suivre le chemin de leur propre richesse pour essayer d'en bénéficier un tant soit peu et échapper aux misères, aux guerres, aux conflits tribaux, ethniques, aux guerres de religion qui les déciment par millions. Donc là, ce qu'ils font, ce que font ces migrants, c'est ce que l'humanité a fait de tout temps, depuis la nuit de l'histoire de l'humanité. Chaque fois où des peuples, des populations n'avaient plus les moyens de continuer à vivre comme auparavant là où ils vivaient, ils ont pris le chemin de l'exil en espérant trouver où mieux vivre. Qu'est-ce qu'il y a de plus humain que cela? La population européenne elle-même est issue de ces migrations au lendemain des grandes glaciations dans l'Asie centrale, qui a vu les populations qui vivaient en Asie centrale, une partie immigrée vers l'Indus et une autre partie immigrée vers l'Europe, donnant ce qu'on appelle les populations, les cultures, les langues indo-européennes. Les pays aujourd'hui qui s'offusquent des mouvements migratoires ont été, eux, depuis des siècles, à l'origine de mouvements migratoires vers l'Amérique, vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Australie. Ils parlent aujourd'hui de grands remplacements par lequel l'immigration menace l'Europe, les États-Unis d'Amérique, et ils oublient que le grand remplacement a été opéré par eux en Amérique au détriment des peuples pionniers, des peuples amérindiens, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud, en Australie et dans d'autres pays. Donc, arrêtons de mentir, arrêtons d'accuser les autres des causes de leur malheur qui les font partir de chez eux dans l'espoir d'un meilleur vivre là où leurs richesses se sont accumulées par le biais du mécanisme du néolibéralisme. Sans remettre en cause les mécanismes du néolibéralisme, sans remettre en cause les discours de haine charriés par les différentes expressions de la révolution conservatrice dans le Sud comme dans le Nord, il est impossible d'empêcher les flux ou de contenir les flux migratoires. C'est une illusion. Professeur Ferjani, ma dernière question, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste concernant les perspectives politiques en Tunisie? Écoutez, pour avec le ce moment, contexte actuel, pour la Tunisie, il y a des signes d'espoir. Vendredi dernier, il y a eu une manifestation d'un mouvement et d'organisation de la société civile sous le slogan « Contre le fascisme, contre le racisme, nous sommes tous des immigrés ». Ça, c'était le slogan de la manifestation organisée vendredi dernier contre la même chose des ONG organisent le 20 et le 21 juillet en Tunisie, au moment où se tient à Rome un sommet des politiques pour discuter des questions migratoires, une rencontre sous le slogan « Rencontre des peuples contre le racisme
et contre les politiques inhumaines menées contre les migrants subsahariens et contre les migrants d'une façon générale. Oui, ce sont des organisations du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et des organisations des pays européens qui se retrouvent à Tunis pour cela. Les Tunisiens se battent pour leur liberté, que le pouvoir essaye de remettre en cause, comme a essayé de les remettre en cause le mouvement Ennahda et ses alliés quand ils étaient au pouvoir avant 2021. Pour le moment, ils ont réussi à préserver une marge importante de ces libertés. Des prisonniers politiques commencent à être libérés. Les Tunisiens espèrent qu'à l'occasion de l'anniversaire du 25 juillet, qui est l'anniversaire de la République, la proclamation de la République, c'est le 25 juillet aussi, qui est aussi l'anniversaire de l'assassinat de Mohamed Brahmi, espèrent qu'à cette occasion-là, les procès gelés des assassins de Chokri Belaïd, de Mohamed Brahmi, de Naguib, les procès gelés des réseaux d'envoi des terroristes en Syrie, en Libye et sur d'autres fronts du djihad international. Espère également que ceux qui sont arrêtés de façon arbitraire et dans des conditions qui ne respectent pas les règles du droit de l'homme et pour des motifs fallacieux de complot contre la sûreté de l'État, et non pour les affaires que je viens de citer, les assassinats politiques, les réseaux pour envoyer des terroristes et faire venir des terroristes en Tunisie, la corruption et autres motifs. J'espère que la demande de justice pour ces affaires aboutira et aboutira dans le respect des règles de droit, dans le respect des règles des droits de la défense. Moi, je pense que l'espoir, il est dans ces luttes, dans ces mouvements. Les batailles, les seules batailles qu'on peut remporter sont les batailles qu'on accepte de livrer. On ne risque pas de remporter les batailles qu'on ne livre pas. Et moi, mon optimisme est lié à cette mobilisation, cette vigilance et la capacité de lutter pour les idéaux pour lesquels le peuple tunisien s'est soulevé contre Ben Ali et qui ont été mis de côté par les islamistes et leurs alliés depuis 2011. Tous leurs alliés, qu'il s'agisse de Marzouki et de Mustafa Ben Jafar, de Beji Qaïd Sibsi, et des autres qui ont accepté de gouverner à Nahda et sous ses ordres, c'est la même chose. Mais la même chose aujourd'hui, ceux qui acceptent de lutter pour l'établissement d'une vraie démocratie, d'un vrai état de droit, pour le respect des libertés et des droits humains, c'est cela, c'est là que résident les clés de l'optimisme. Si cela n'est pas assuré, eh bien, il y a de quoi être pessimiste. Merci infiniment, professeur Mohamed Cherif Ferjani, professeur honoraire à les universités de Lyon et directeur. Non, président du Haut Conseil scientifique oui, président de Tombouctou Institute. À ce titre-là, je suis souvent. Le Tombouctou Institute est basé à Dakar. Oui.
et il lutte contre les radicalités en Afrique subsaharienne. Et terrorisme à ce titre-là, je suis interpellé par mes collègues subsahariens sur ce qui se passe en Tunisie et sur ce qui se passe en Europe par rapport aux flux migratoires. Merci infiniment, professeur Mohamed Cherif Ferjani, et à la prochaine rencontre. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.